Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis de la diaspora, chers acteurs du développement local, c'est avec donc une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de lancement officiel de Local Development Consulting LLC. Comme je le dis, c'est mon 7e enfant. Votre forte mobilisation, plus d'une centaine de personnes qui avaient été donc préinscrites, témoigne de l'intérêt de la confiance que vous portez à cette initiative. Et donc, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre présence et votre soutien. Je suis honoré et en même temps très heureux de pouvoir beaucoup apprendre avec vous et de pouvoir partager le peu que j'ai dans le ventre sur ces questions-là qui restent vraiment des questions fondamentales pour, à mon avis, chacun de nous. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour le lancement de ce grand cabinet. Ce sera un plaisir pour moi de donner l'expérience du Sénégal en tant que quelqu'un qui a beaucoup fait dans le cadre de la diaspora, surtout du développement local aussi. J'ai été maire d'une grosse commune du Burkina de 2006 à 2014. Donc je pense que c'est mon expérience que je dois partager, même si le contexte aujourd'hui est un peu spécial, puisque pendant ce moment de transition pour le Burkina, ce sont les délégations spéciales donc, qui jouent le rôle d'élu. Donc je suis prêt, en tout cas, à intervenir sur ce que nous avons pu faire. Je suis dans le domaine du développement local. J'ai brièvement été de la diaspora, mais je suis rentré au pays avec l'initiative Rezadel, en tant que réseau d'appui au développement local. Et là, depuis 2016, je suis en Guinée. Kadari Traoré, c'est un modeste enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques à Bamako, au Mali. À la base, je suis juriste, mais je ne revendique plus mon statut de juriste parce qu'après, je suis allé faire un peu de sociologie, comme les Algassimou là, et puis j'ai soutenu une thèse de sciences politiques à Bordeaux. Donc, je suis spécialisé sur les questions d'analyse institutionnelle, analyse, évaluation des politiques publiques, réforme de l'État et conception des programmes de développement. Et donc, ma présentation elle va porter sur la sous-thématique territoire, que je considère, je crois que c'est partagé aussi avec vous, comme base et levier de développement local. Et je vais essayer de faire une petite parenthèse sur la décentralisation et le développement local au Mali. Le Mali a hérité du fait colonial, qui était une administration fortement centralisée, ce qu'on appelait l'État jacobin ou l'État gendarme. Nous avons vécu pendant 30 ans sous cette forme d'administration qui constituait un peu le top-down de la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, que ce soit les questions de développement et toutes les autres questions de la nation. Ensuite, du fait de l'avènement de la démocratie et du multipartisme, on a connu une réforme à partir des années 90 qui a consacré une décentralisation, et l'idée de pouvoir aborder la problématique de décentralisation, c'est que nous postulons que la décentralisation fait référence à des territoires, puisque la thématique générale, c'est les territoires. La décentralisation fait fondamentalement référence à des territoires qui constituent des aires géographiques dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dotées de la capacité d'agir au nom et pour le compte du développement local. C'est dans cette foulée-là que nous avons assisté à la décentralisation intégrale, la consécration de la décentralisation intégrale au Mali à partir des années 91, et qui confère l'habilitation à investir et la capacité d'agir en prenant des décisions et des mesures dans des domaines spécifiques en lien avec le développement des collectivités. Si nous regardons le territoire
nous l'avons considéré dans cette communication comme étant le socle du développement local endogène, puisque le développement, nous le concevons d'ailleurs a priori comme étant endogène, puisque tout développement inspiré d'ailleurs ne serait suffisamment durable et constructif. Le véritable développement, il est d'abord endogène. Et du coup, cette question de décentralisation, il faut qu'il soit suffisamment relevé, qu'elle arrive dans un contexte où c'est vraiment un système de décrédibilisation de la forme institutionnelle occidentale des États en Afrique. Je pense que c'est partagé par beaucoup de pays frères dans la sous-région. Je pense que notre collègue maire du Burkina est suffisamment attentif à ce que je dis. J'ai fait un peu aussi de tour en Guinée, je sais de quoi il s'agit. J'ai fait un tour aussi au Niger. Voilà. Donc, c'est des problématiques partagées, une sorte de, on va dire, remise en question du paradigme de la construction de l'État et la faillite fondamentalement des États, en tout cas de cette forme d'État. Et donc, la demande d'une nouvelle forme d'État est arrivée dans la cagnotte de la décentralisation et de la démocratie. Elle proclame bien entendu le déclin de l'État gendarme, qui est une sorte d'État qui se donne le monopole de construire et de partager les ressources au sein des sociétés. Cet État gendarme-là, qui, depuis la colonisation jusqu'aux années 1991, pour le cas du Mali, voilà, consacre un peu une sorte de capitalisation de l'ensemble des ressources et se donne le monopole de pouvoir de gestion de ces ressources-là. Et du coup, il fallait imaginer une autre ingénierie institutionnelle pour qu'on sorte de ce système. Et du coup, voilà, on arrive à la notion du localement faisable à partir des années 92, notamment au Mali avec la constitution de 1992. Et les premières communes que nous connaissons aujourd'hui ont été installées en 99. Aujourd'hui, nous avons 761 collectivités au Mali. Vous voyez un peu la répartition, elle est dans la présentation, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais comme on est sur les questions de territoire, c'est important d'aller sur le postulat que la décentralisation, il faut la concevoir dans l'esprit de cette présentation comme étant une technologie d'administration qui est particulièrement efficace en termes d'approche. Je ne dis pas en termes de résultats induits, mais en termes d'approche, mais qui contribue à rapprocher les lieux de décision des problèmes économiques, sociaux que ces décisions sont censées prendre en charge. Et du coup, elle redessine cette option décentralisatrice et elle redessine les équilibres territoriaux de façon la plus cohérente entre guillemets, en tout cas théoriquement du point de vue théorique, au plus près possible des réalités socio-spatiales que les acteurs du terrain connaissent au quotidien. Donc, c'est un moyen d'engager véritablement le développement sur une base locale et non plus exclusivement sur le monopole de l'État. Et du coup, on peut espérer que cette forme de décentralisation permet de considérer le développement local comme étant non seulement purement économique, mais aussi découlant d'un aménagement du territoire, mais également doté de la capacité d'apporter les biens et services quotidiens auprès des communautés locales les plus éloignées du centre, hein, comme on le dit, notamment les questions d'eau, les questions d'assainissement, les questions de santé, les questions environnementales, les questions de transport, notamment les questions d'accès aux moyens de transport, aux moyens de communication, les questions d'énergie
et puis les questions voilà, d'infrastructures culturelles. Je prends quelques expériences pour aller rapidement à la conclusion. Des compétences transférées aux collectivités au Mali. Vous avez des chiffres ici hein, dans la présentation qui va être mise à votre disposition. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus, mais vous avez une proportion des investissements réalisés. Vous avez la part du budget, la part de contribution du budget national, mais ça, c'est des données très datées, on va dire. Hein. C'est des données de 2000, avant les années 2000, quoi. C'est des données avant les années 2010, j'allais dire. C'est 2008, 2009, comme ça. Parce qu'après, on n'arrive plus à actualiser les données du fait que ce que le maire a dit est aussi une réalité au Mali. C'est que ce sont les délégations spéciales maintenant qui ont pris le pied de la lettre. Alors, j'ai donné des tableaux dans la présentation avec des chiffres hein, sur le nombre de biens, les statistiques sur les biens et services délivrés par l'intermédiaire de cette option territoriale d'amener le développement auprès des communautés les plus locales. Mais il faut être suffisamment prudent à ne pas considérer comme le local comme une panacée. C'est un moyen, ce n'est qu'un moyen, et cette décentralisation ne serait qu'un moyen, mais ce n'est pas une panacée. Donc, j'ai donné un peu quelques statistiques aussi hein, des montants mobilisés, où on est vraiment à beaucoup de centaines de milliards engrangés du fait de cette décentralisation. Avant cela, il n'y en avait pas. On n'avait pas autant de ressources générées par les taxes locales de développement. J'ai donné quelques tableaux aussi là-dessus. Pour terminer, je nous invite à considérer la décentralisation comme un processus multidimensionnel s'inscrivant dans des temporalités et des spatialités multiples, selon les trajectoires et les rythmes sociopolitiques, bien entendu. On vient d'en voir quelques illustrations dans les propos liminaires, mais que dans tous les cas, il est important de garder à l'esprit l'imbrication permanente des trois niveaux, notamment la spatialité, les questions sociopolitiques et aussi la temporalité. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment la ligne, le fil conducteur hein, de toute analyse sur ces questions de développement. Et que cette évolution contribue à structurer les formes d'organisation du pouvoir, de répartition des ressources, qui fondamentalement répondent aussi aux stratégies des acteurs politiques, économiques ou sociaux, notamment dans nos sociétés. Je termine en nous invitant à ne pas tomber dans le piège de ce que j'ai appelé le syndrome du réverbère. Le syndrome du réverbère, ça fait rire aussi les gens. C'est lorsque vous avez perdu votre montre quelque part dans l'obscurité, vous cherchez le lampadaire le plus proche pour aller, parce qu'il y a de la lumière là-bas, vous pensez que c'est à la lumière que vous allez trouver alors que vous n'avez pas perdu, ce n'est pas là que vous avez perdu la montre. Donc, c'est aussi une invite à ne pas considérer des options de développement considérées comme clés à main, conçues ailleurs à partir des problèmes spécifiques et que nous plaquons parfois à des réalités qui ne sont pas fondamentalement des réalités similaires. Et donc, il faut que chaque situation soit contextualisée, chaque analyse soit suffisamment contextualisée pour qu'on soit capable de faire des propositions qui sont constructives pour amener un développement le plus durable possible. Sur ce, je vous remercie pour votre patience. Je suis Bakasso Gassama, expert en ingénierie de développement local et en coopération. Donc, mais présentement, je suis le secrétaire général de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Après un passage au ministère des Affaires étrangères comme conseil technique numéro 1, directeur de l'appui à l'investissement et au projet et premier conseiller à l'ambassade du Sénégal au Caire. Alors, par rapport au développement local, je pense qu'après les études en France avec Al Gassimou, j'ai été promu directeur du développement local de la commune de Ziguinchor. À cette époque, je ne dirais pas que le développement local était vraiment à sa phase expérimentale, mais quand même, c'était un moment où il n'était pas encore
très au parfum comme aujourd'hui, hein. Alors, le sous-thème que nous avons choisi, c'est les acteurs, la diaspora, les collectivités et le partenariat. Et j'ai fait un plan dont le premier point s'articulera sur la diaspora comme un acteur incontournable. Le deuxième point, c'est les collectivités territoriales qui se chargent de la planification et surtout d'encadrer les actions de développement sur le terrain, mais également les partenariats, un levier de succès donc, qui accompagne tout ce processus. Et en quatrième position, ce sera la conclusion. Alors, pour le premier point, la diaspora, un acteur incontournable, c'est juste vous dire qu'au Sénégal, la diaspora a toujours été donc au cœur de la dynamique économique, sociale, avec d'abord un transfert de plus de 1500 milliards de francs CFA. On prend juste l'année 2022, soit environ 10% du PIB. Mais essentiellement, toute cette masse était destinée à la consommation familiale, à l'appui à la famille, etc. Mais au-delà de ces envois de fonds, beaucoup de nos compatriotes de la diaspora aujourd'hui se mobilisent collectivement pour financer des projets structurants. Donc ça a été aussi notre bataille quand j'étais directeur de l'appui à l'investissement avec le fonds d'appui à l'initiative des Sénégalais de l'extérieur, au fonds qui était à 3 milliards à l'époque quand j'arrivais et avant de quitter, Macky Sall l'avait amené à 5 milliards. Alors, on avait pu constater pendant ce temps que des associations de migrants s'étaient organisées. On les avait organisées d'abord pour les accompagner dans le cadre de la construction des infrastructures de base, telles que les écoles, équiper les centres de santé, les réaliser aussi, mais également réaliser des forages dans les villages et partout dans les communes du Sénégal. Mais ce travail souvent ne se faisait pas avec une coordination. C'est-à-dire que ces collectivités, ces associations de migrants, donc à l'époque, donc se levaient juste voilà, sur la base de la demande sociale, voilà, venaient sans concertation avec les autorités locales et construisaient par-ci un poste de santé, par-là une école, alors que ça aurait pu être utile ailleurs. Et cela aussi crée souvent de petits problèmes entre les autorités locales et ces migrants, donc ces gens de la diaspora. Donc, souvent, ils pensaient que ces gens venaient pour prendre leur place. Alors, ces actions restent dispersées, comme on venait de le dire tantôt, donc sans véritable planification avec les collectivités. Et c'est en ce moment-là qu'on s'est dit qu'il serait intéressant donc, de les organiser et de voir en quelle mesure, en corrélation avec les collectivités locales, que ces associations puissent être beaucoup plus utiles à la localité, en fait. Alors, ainsi, avec le PASD, c'est le programme d'appui aux initiatives solidaires pour le développement de l'Agence française de développement qui était logé au niveau de l'ambassade de France à Dakar. Donc, on a pu cibler des associations. Et parmi ces associations, on avait pris l'association Corédia. C'est l'association des ressortissants du village de Diawara, c'est dans le nord du Sénégal. C'est essentiellement des Saraholais. Alors, ces associations, on a pu les réunir, hein, on les a sensibilisés, on leur a fait comprendre que par une cotisation de 100 euros par mois, donc ils étaient environ 3000 membres, et parmi les 3000, on a dit que si 1000 d'entre eux cotisaient chacun 100 000 francs, donc ça ferait à l'époque 1 million d'euros. Et avec ces 1 million d'euros, pardon, avec l'accompagnement de l'ANIDA, c'est l'agence nationale qui accompagnait dans le cadre des domaines agricoles, qu'il était possible, hein, sur les 100 hectares qui étaient disponibles dans la zone, donc de créer une usine de transformation avec un système d'irrigation. Et cette usine pourrait générer plus de 100 emplois. Et effectivement, ça a été le cas, on l'a expérimenté, et donc ça a été vraiment le cas et ça a marché. Al-Gassim, on peut passer au slide suivant. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc ceci nous amène donc à parler des relations, hein, comme je le disais tantôt, entre les collectivités territoriales et la diaspora, et les associations de diaspora, qu'on appelle en France les OSIM. Alors, depuis la décentralisation, les communes et les conseils départementaux du Sénégal, parce qu'on ne dispose plus de conseil régional, ils ont joué un rôle central dans la planification du développement local. Alors, les expériences qu'on a vécues, parce que souvent je vais aller sur la base des expériences qu'on a vécues, alors on a connu des maires, tu vois, au lieu d'être, tu vois, en corrélation, comme je le disais tantôt, avec ces associations de la diaspora, pour créer des trucs et de créer
des infrastructures pour leur localité. Donc, ces maires, donc, au début, avaient des problèmes avec les associations, mais vers la fin, on a réussi quand même à les mettre ensemble, sur la base des voyages qui se faisaient entre le Sénégal et la France. On a pu les mettre ensemble et ensemble, ils ont planifié. Et j'ai pris l'exemple de Sopé. Sopé, c'est une association qui est à Lyon qui s'appelle Solidarité pour exister. C'est une association de Sénégalais qui vivent à Lyon et qui a réalisé avec la collaboration de la ville de Villeurbanne, tu vois, des blocs maraîchers, des postes de santé, beaucoup d'infrastructures à travers le Sénégal, parce que c'est une association qui regroupe des Sénégalais, surtout dans le département de Bignona, dans la région de Casamance, où il y a quand même assez de potentialité et dont l'essentiel des membres sont originaires de ces villages. Donc, ces associations de migrants, communément appelées OSIM, je le disais tantôt, c'est les organisations de solidarité internationale, de solidarité de migrants, donc installées en France. Donc, ils apportaient leur contribution financière à la commune et la commune, pardon, assurait la maîtrise d'ouvrage pour la construction de ces infrastructures. Alors, avec Correia, je reviens sur Correia, parce que Correia a été une association très dynamique et qui a bénéficié vraiment de l'appui, du soutien de l'Agence française de développement. On les a accompagnés aussi, non seulement à les organiser et à mettre en place ce grand projet, mais également à réaliser des projets dans la construction, tu vois, d'infrastructures, et surtout pour l'accès à l'eau potable, parce que dans la zone nord du Sénégal, pour ceux qui le connaissent, souvent c'est une zone aride. Et ils les ont vraiment aidés surtout à l'accès à l'eau potable, à l'éducation. Alors là, quand la diaspora est impliquée dans l'élaboration des plans de développement, tout le monde a vu que ces projets gagnent en pertinence, en durabilité. Mais le lien reste toujours faible entre acteurs, entre diaspora et leur localité, surtout sur le plan politique. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le plan politique, le Sénégal est vraiment en ébullition. Donc, ce qui fait que toutes les activités qui se font, surtout par des associations qui ne sont pas dans le même camp que le pouvoir, ça crée des problèmes. Je crois que c'est partout pareil en Afrique. Voilà, les partenariats, je disais tantôt, c'est un levier de succès. Les résultats les plus importants apparaissent quand la diaspora collectivité et partenaires techniques et financiers s'allient. Je viens de le dire tantôt. Et ça a été le cas pour beaucoup de gens. Le Sénégal, jusqu'en passé récent, était un pays très convoité par la coopération turque, par la coopération chinoise, le GIZ, la coopération allemande, donc la coopération française, surtout l'USAID, malheureusement qui a arrêté tous les projets. Donc dans mon propre parcours, j'ai eu à participer à la plupart de ces initiatives. Et je le disais tantôt, en tant que pour avoir eu à travailler dans les collectivités locales, mais également au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Donc, je crois que c'est une activité, pardon, c'est une entente et une corrélation qui apportera beaucoup dans le cadre du développement local. Alors, pour conclure, Alga Simou, donc il me reste une minute, vous l'avez dit tantôt, je voudrais insister sur une conviction forte, je le disais tantôt, un acteur à lui seul, aucun acteur ne peut réaliser. Donc, on est obligé d'être ensemble, la diaspora, les collectivités locales et également les partenaires techniques. Voilà, donc pour conclure, je souhaite que cette rencontre inspire d'autres initiatives de collaboration, voilà, et pour qu'il y ait assez d'ouverture à des partenariats structurés et durables entre diaspora et territoire, mais également pour LLC, pour le développement de cette entreprise. Je souhaite plein succès à Algassimou et merci de votre aimable attention. À présent, je vais intervenir en tant qu'ancien élu pour également apporter ma contribution par rapport au rôle des élus, les maires, les conseillers municipaux. Alors, très rapidement, la commune de Houndé est une commune de l'ouest du Burkina. En fait, le chef-lieu Houndé est la deuxième ville de la région des hauts bassins de Bobo-Dioulasso précisément. Et c'est une très grande commune. Alors ici, comme cela a été dit par les autres, vous avez des objectifs de développement, vous avez besoin des ressources et il y a des difficultés puisque les ressources ne suffisent pas. Donc ici, mon intervention a trait au financement et à la mobilisation des ressources. Alors,
pour le contexte, je vais évoquer deux défis majeurs. Le premier défi, c'est que la commune de Houndé est très peuplée. Le chef-lieu est très peuplé. Je crois que Houndé est parmi les 10 villes les plus peuplées du Burkina Faso. Donc, les besoins sont nombreux. Et il faut y faire face en tant que puisqu'on a battu la campagne, nous avons disqualifié les autres, on a montré que nous sommes les meilleurs. Maintenant, il faut montrer les résultats. Le deuxième défi aussi est lié au premier. Houndé, c'est une commune urbaine avec un espace centre urbain de 5 secteurs, un espace de 15 villages, donc ça fait 20 entités. Alors la question, vous avez un mandat de 5 ans et en termes de redevabilité, vous posez la question, à la fin de mon mandat, comment faire de telle sorte que chaque entité sente que vous avez été utile, que chaque village ou chaque secteur sente que vous avez pu au moins faire une réalisation importante. Les ressources endogènes, voilà. Elles sont les plus importantes, hein, puisque d'abord, la collectivité, c'est quoi? C'est une communauté qui doit se prendre en charge. Donc, ce sont des ressources qui permettent d'assurer, qui nous amènent en fait vers l'autofinancement, l'autocapacité pour intervenir sur les objectifs. Alors, c'est là que nous avons les impôts et les taxes communaux, les produits d'exploitation, les droits d'occupation des infrastructures marchandes, du domaine public, etc. Donc, c'est là où on s'est beaucoup investi. Alors, comment est-ce que nous avons fait? Nous avons mis l'accent sur les infrastructures marchandes, puisque la tendance est d'aller vers le social. On a besoin d'écoles, on a besoin de santé, etc. Mais il faut aussi les moyens pour être présent sur les secteurs sociaux. Donc, il faut aller vers des recherches. Donc, c'est là où nous avons pris un certain nombre d'initiatives. On avait un marché dont la boutique ne fonctionnait pas bien. Nous avons fait une relance, on a fait la réhabilitation. Nous avons revu le système de location. Nous avons ouvert une aire de stationnement et nous avons également, ce qui est important, nous avons créé une régie de recettes. Pourquoi? Parce que vous savez que, je ne sais pas comment ça se passe au Mali, en Guinée. Chez nous, les recettes municipales sont en majeure partie mobilisées par les structures de l'État. Le trésor, ce sont des impôts. Or, les services au niveau local, le trésor, ont en charge 7 communes. Donc, ils s'organisent pour faire des tournées dans chacune des communes pour faire le recouvrement. Donc, il nous a paru important de créer une régie de recettes. Ça s'est négocié avec le ministère des Finances. Et vous avez l'indexation d'un certain nombre de ressources qu'on vous autorise à collecter. Et vous avez un régisseur qui est recruté, dont le travail quotidien est de chaque fois aller mobiliser les ressources qu'il va reverser au trésor. Ça nous a beaucoup fait avancer et nous avons donc pu, en tout cas en un temps assez important, aller, par exemple, d'un budget de 94 millions en 2006 et en 2014, nous avions dans les 302 millions de francs. Ça veut dire que c'est monté vraiment en flèche. Alors, par rapport à la deuxième catégorie de recettes, c'est les transferts de l'État. Parce que, vous le savez bien, la loi de la décentralisation dit qu'on ne peut pas transférer une compétence sans également transférer les ressources. Mais vous savez bien que la compétence est vite transférée et les ressources financières et techniques mettent du temps à être transférées. Alors, donc ici, l'État envoie des dotations d'investissement, mais également des dotations pour les charges récurrentes des transferts des ressources transférées. Alors ici, souvent, les communes n'arrivent pas à décaisser. Et quand vous ne décaissez pas, bon, ça veut dire que l'année suivante, là, on peut revoir ça, on peut revoir vos dotations en baisse. Et donc, chez nous, nous avons pu mettre en place un service comptable assez compétent
Et nous avons travaillé à ce que le niveau de consommation des crédits de l'État soit assez élevé. Et en plus de ça, nous avons chaque fois un plaidoyer vis-à-vis des départements ministériels. Chaque fois, avoir un peu plus de dotation. Alors, le troisième type, c'est les fonds de coopération. Voilà. Alors, quand nous avons été installés comme maire, nous n'avions pas de relations de coopération décentralisation. Pardon, de relations de coopération décentralisées. Alors, nous sommes mis à l'œuvre et en fin de compte, nous avons pu avoir 2 conventions de coopération décentralisée. Une avec une ville espagnole qui nous a permis donc de travailler sur l'ouverture du lycée municipal à travers la construction de salles de classe. La deuxième ville, c'est Saint-Fond de Lyon, qui nous a permis d'investir dans l'eau et l'assainissement. Nous avons travaillé pour 12 nouveaux forages, avec donc des forages environ 8 forages que nous avons pu réhabiliter. Et il y a eu la construction également de latrines dans 2 écoles. Alors, l'autre aspect qu'on peut souligner, c'est que notre région, les Hauts-Bassins, était en coopération avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et il y a un outil financier qui a été mis en place. Nous avons été très proactifs pour pouvoir bien capter une bonne part de ces investissements. On peut également soulever donc le renforcement du partenariat avec les associations et les ONG. Je peux prendre l'exemple de l'ONG Eau Vive International qui intervient dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Alors donc ici, c'est une ONG qui nous a permis d'intervenir dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, de la gouvernance sur la gestion de l'eau et l'assainissement, et ça nous a permis donc d'avoir de bons résultats. Je peux souligner, pour un peu compléter la pertinence de l'intervention de celui qui m'a précédé, le rôle de la diaspora. C'est un aspect qui peut-être qui n'a pas pu être mis en exergue à son niveau. C'est que quand nous avons pu avoir une convention avec la ville Saint-Fond à Lyon et que nous avons travaillé pour un projet en eau et assainissement, ils nous ont demandé en fait qu'il fallait que le projet soit porté par une association burkinabé de la localité qui est implantée à Lyon. On n'en avait pas. Et finalement, donc, nous avons travaillé avec une association implantée au Burkina. C'est pour dire que c'est un rôle aussi que la diaspora peut fournir en dehors de la mobilisation pour les financements, etc. La diaspora peut servir d'interface entre une commune implantée localement en Afrique et puis effectivement en Occident pour également permettre à la commune de rayonner sur la question de renforcement de capacités, également sur la mobilisation des ressources. Je vous remercie. Alors, moi, je suis Jean Milimouno, je suis le fondateur du réseau d'appui au développement local, et dont le slogan est « Les compétences locales au service du développement ». Alors, et pour rappel, la création du Résadel, c'est en 2016, et une année à laquelle la Guinée faisait face à des défis, comme elle continue d'ailleurs à faire face à des défis, avec un taux de pauvreté très élevé de 55%, un accès très limité aux services sociaux de base, et puis une faible gouvernance au niveau local, avec des mécanismes qui peinent à répondre aux attentes des populations. Et donc, le Résadel, pour rappel, a été créé à la suite de notre formation que nous avons suivie à Lyon, au CIEDEL, où Algassimo est issu. Et donc, c'était entre nous, jeunes Guinéens, qui nous sommes retrouvés là-bas, on a décidé de créer le Résadel. Et on a été agréé en Guinée en mai 2016. On a un siège le siège est à Conakry et on a des bureaux à Zérékoré, à Kankan et puis à Kissidougou. Alors,
En termes stratégiques, nous nous sommes dit que nous allons nous attaquer aux réformes institutionnelles en accompagnant l'État, bien sûr, dans les secteurs clés, dans les réformes engagées dans les secteurs clés, dont l'administration publique. On s'est dit aussi qu'on va participer à l'évaluation et à l'actualisation des politiques publiques en matière de décentralisation. Et l'autre axe, c'est de faciliter l'engagement des collectivités locales dans la solidarité internationale. Aussi, développer des capacités des acteurs du développement local. Et l'autre axe, c'était vraiment la performance organisationnelle en renforçant, bien sûr, la gouvernance interne et la mobilisation des ressources. Alors, de 2016 à 2020, on a commencé par poser des bases. Ça, c'était des années vraiment où on était dans la structuration institutionnelle avec la création de premiers partenariats avec surtout le CIEDEL. Ensuite, certaines organisations du système des Nations Unies en Guinée et puis d'autres réseaux internationaux comme le GIPAC, qui est le partenariat mondial pour la prévention des conflits. Et après cette phase, on est rentré dans une phase de consolidation où on a commencé à mettre en œuvre des projets structurants, notamment le projet d'appui à la gouvernance locale que nous avons mis en œuvre en partenariat avec l'ANAFIC, qui avait environ un budget de $302 000. Et ça, on a couvert 33 collectivités de la région de Zérékoré, où on a renforcé les capacités de plus de 500 acteurs locaux sur les questions de prévention, gestion des conflits. Et après ça, on est dans le domaine de la coopération décentralisée, nous avons mis en œuvre les projets d'Ibene in Bendu. Ça, c'est un projet en partenariat avec la commune de Benevaggiana en Italie, de $55 000 environ. Et de l'autre côté, il y avait un autre projet aussi avec la même coopération italienne, mais cette fois-ci entre une commune qu'on appelle Almese et la commune de Yendemilmou à hauteur de $57 000. Et il y avait... Allô? Merci. Il y avait des projets, un autre projet Femmes rurales qui visait la professionnalisation des groupements maraîchers et des unions de femmes éleveuses de riz à Kissidougou, avec une enveloppe de $264 000 qui a couvert 300 femmes rurales. Et aussi, au moment de la période du Covid-19, nous avons fait une intervention en termes de réponse rapide à la situation d'urgence avec le PAM. Ça, c'était à $76 000. Et là, on a couvert 5 000 ménages dans 3 communes de Conakry en matière de distribution des vivres. Et aujourd'hui, nous sommes en phase d'expansion parce qu'on est avec Sanita Ville Propre. On a fait Sanita Ville Propre 1 et 2, où on a participé à l'accompagnement des communes de Conakry et puis les communes du Nord sur la question de la gestion des déchets solides. Sanita, alors, c'est un projet d'assainissement de la ville de Conakry, financée par l'Union européenne. La première phase, c'est Sanita Ville Propre 1, c'était 36 millions d'euros en termes d'enveloppe, et Sanita Ville Propre 2, c'était 8 millions d'euros. Mais attention, ça, ce n'est pas le Résadel qui a eu ça. Nous avons juste participé pour accompagner les communes en matière de formation au sein d'un consortium composé du CIEDEL, de Delta C, du Résadel et de Cifadel. Ensuite, nous avons participé à la consolidation du système d'alerte précoce et de réponse rapide de l'ANAFIC avec l'élaboration d'un guide. Aujourd'hui, en termes de perspective, nous avons réussi à lever des fonds du côté de l'Italie en partenariat avec d'autres organisations autour d'un projet qu'on appelle Balokendo, ça veut dire nourriture saine, et à hauteur de 2 millions d'euros. Je viens même
de Kissidougou pour le lancement de ce projet qui va couvrir 31 000 bénéficiaires directs et 300 000 bénéficiaires indirects dans la préfecture de Kissidougou. Le projet, il est lancé, il est déjà lancé. Donc, on est même en phase d'enquête de base pour fixer les indicateurs de départ. Alors, au niveau de l'impact quantitatif que nous avons aujourd'hui plus de 2000 acteurs locaux formés et ensuite, on a 116 collectivités, toutes confondues, accompagnées et avec 50 000 bénéficiaires directs qui sont couverts par le Résadel et ses partenaires. Alors, nous avons aujourd'hui une expertise plus ou moins reconnue avec 21 experts confirmés qui ont compréhension du contexte guinéen et des dynamiques locales. Et nous sommes en train d'agrandir notre réseau. Nous avons des partenaires au niveau national et au niveau international. Et nous n'oublions pas vraiment de nous imprimer dans la dynamique des approches adaptées, des approches créatives. Bref, nous sommes dans l'innovation. Et donc, nos atouts par rapport à tout ce que nous faisons, c'est que nous avons une approche participative et l'expertise que nous détenons, elle est multidisciplinaire et elle couvre tous les aspects du développement local, notamment les questions de gouvernance, d'agriculture, d'environnement, mais surtout de cohésion sociale. Et nous avons un réseau de partenaires solides avec lesquels nous collaborons de façon stratégique, surtout avec les institutions au niveau national. Nous avons les bailleurs internationaux et puis nous avons les organisations de la société civile. À cela s'ajoute la gestion professionnelle que nous faisons de nos projets en mettant en place des systèmes de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité au sein desquels nous faisons participer toutes les parties prenantes. Donc, aujourd'hui, nous sommes mus par une mission, c'est celle de devenir vraiment le leader national en termes de décentralisation et de développement local, et tout en pensant au fait que nous fassions tâche d'huile, pourquoi pas, sur les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Et donc, en 10 ans d'existence déjà, nous sommes en train vraiment de démontrer les processus de développement local et de décentralisation. Et donc, mais malgré cela, nous avons des défis au niveau national, des défis surtout de financement. La politisation à haute dose, nous sommes très prudents et nous avec des actions qu'on ne peut pas se faire taper sur les doigts. Mais nous faisons de l'effet en travaillant à la base. Et le projet qu'on vient de mobiliser, les 2 millions qu'on vient de mobiliser en fonds forts. Donc, c'est... Merci beaucoup. Je vais donc me faire le devoir de vous présenter le bébé. Je commencerai par rappeler un tout petit peu mon parcours pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui sont dans ce webinaire. Donc, dans le cadre du parcours académique, je suis titulaire de beaucoup de diplômes, je dirais donc Bac plus beaucoup. Et je soulignerai particulièrement donc les 3 masters que j'ai et puis donc un master en ingénierie de projets de coopération obtenu à l'Université de Lille, un master en ingénierie de développement local et un autre master en sciences de l'éducation. Et je suis également titulaire de beaucoup de certifications professionnelles, au nombre desquelles donc il y a les certifications du Project Management Institute qui sont entre autres donc le Project Management Professional, le Discipline Agile Scrum Master, le Google Project Management, le Programme international de formation en évaluation du développement. Pour ceux qui connaissent les logiques de la coopération allemande, il y a aussi Capacity Works qui est destiné donc aux dirigeants des projets et programmes. Il y a le management responsable de l'Université de Laval et puis il y a le Child Protection Minimum Standard
Et enfin, il y a la certification chef d'équipe, chef de projet de Ségos France. Au titre des expériences professionnelles, je cumule donc plus de 20 ans d'expérience pratique en Afrique de l'Ouest, en Europe et puis en Amérique du Nord. Et j'ai collaboré donc avec tous les acteurs qui travaillent dans le domaine du développement, à commencer par les ONG nationales, d'abord en Guinée, avec la FRAD, ACED. J'ai travaillé aussi avec une grande ONG nationale au Mali, la plus grande, je crois, au Mali, qui s'appelle AMED. Et j'ai travaillé donc au Burkina aussi, avec notamment la Fondation Terre des Hommes, la Columbia University de New York. Et j'ai travaillé aussi donc avec, par exemple, un bureau d'études allemand qui s'appelle Health Focus pendant plusieurs années. J'ai travaillé également pour le système des Nations Unies et plus précisément pour le PNUD. Alors, notre identité en tant que cabinet, le cabinet que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, il ambitionne en fait d'être un cabinet d'abord qui regroupe tous les acteurs du développement local. C'est pourquoi son nom Local Development Consulting. C'est un cabinet donc qui est basé ici en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il accompagne donc des ONG, la diaspora, les fondations et tous les acteurs qui travaillent dans le domaine du développement local. Et l'idée, c'est de transformer donc les idées en projets avec beaucoup d'impact. La vision, c'est de relier donc la diaspora, les collectivités et les acteurs pour trouver ensemble des solutions durables. Et ces solutions, nous les souhaitons inclusives et surtout innovantes. Voilà. La mission, c'est de transformer les visions en action. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions. Il faudrait passer donc de la vision à l'action. Il faudrait mobiliser des financements parce que c'est obligatoire et en commençant, comme l'a dit Monsieur le maire, par les ressources endogènes. Il faut aussi donc travailler au renforcement des capacités et surtout créer donc des passerelles pour que le développement local soit une effectivité. Et donc, vous voyez un peu ce qu'on se donne comme ambitieuse mission, c'est vraiment de regrouper toute la diaspora, tous les acteurs qui parlent de développement local à travers le monde pour que des synergies et des convergences soient orientées vers l'Afrique et donc en connectant et en accompagnant le développement local en Afrique et ce à partir du monde entier. Voilà. Alors, le cabinet et ses services. Pour être vraiment assez rapide, je dirais que la première mission, c'est de bâtir des passerelles entre la diaspora et les territoires. La diaspora africaine, elle est présente un peu partout à travers le monde, y compris dans nos pays, donc en Afrique là-bas. Ensuite, en termes de services, c'est d'abord apporter des conseils stratégiques aux associations, aux ONG, aux collectivités, aux entrepreneurs. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le développement local, à tous les acteurs du développement local. Les services, c'est aussi la structuration et l'accompagnement des projets. C'est aussi la formation et le renforcement des capacités. Et il y aura un site qui sera dédié à ça où on hébergera énormément de modules de formation, notamment sur les métiers ruraux. Et donc, les gens auront la possibilité de suivre des formations en ligne. C'est aussi l'appui aux diasporas pour orienter leurs ressources. Il y a énormément d'énergie aujourd'hui pour ceux qui connaissent un peu la littérature du développement et la littérature économique au niveau international. La diaspora est arrivée comme premier bailleur de l'Afrique. D'ailleurs, c'est une tribune que je partage dans les jours à venir au niveau du LENX en Guinée et qui sera partagée certainement sur tous les canaux donc, du cabinet. Ensuite, il y a l'accompagnement des collectivités locales comme acteurs de développement. Il y a les services innovants parmi lesquels il y a le fait, par exemple, d'accompagner des individus, des professionnels qui sont aujourd'hui employés avec énormément d'expertise et qui souhaitent redevenir donc consultants, soit indépendants ou bien former aussi un cabinet. C'est une expérience qu'on pourrait partager. Ensuite, il y a la transition vers l'expatriation pour ceux qui sont déjà au niveau national avec un background solide. Donc, on les accompagne à travers l'expérience que nous-mêmes nous avons vécue. Et enfin, donc, au titre de service, il y a l'accompagnement des ONG pour qu'elles comprennent la nécessité de mobiliser par elles-mêmes des ressources
en développement des activités économiques. Voilà. Notre approche d'intervention est la suivante. Nous plaçons donc les collectivités, la diaspora et les bénéficiaires au cœur de nos actions. Et nous commençons par analyser le contexte et les besoins. Nous passons donc à la co-conception des solutions adaptées. Ensuite, nous accompagnons la mise en œuvre et nous terminons par capitaliser les acquis et transférer les compétences. Donc, c'est vraiment un cycle complémentaire, mais dont toutes les étapes sont indispensables. Et au titre de nos principes, je citerai donc l'approche territoriale, la synergie diaspora-territoire et l'innovation durable dans tout ce que nous entreprenons, de manière à contribuer donc à la protection de l'environnement et tout ce qui concerne donc l'inclusion en termes de droits humains. Et le résultat qui est escompté par rapport donc à la mise en œuvre d'une telle approche, c'est vraiment de conduire des projets ancrés localement qui incluent l'ensemble des parties prenantes et qui sont durables.